Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, Manko Tahaou Sénégal conteste les résultats des législatives et exige le départ du ministre de l'Intérieur pour sabotage des élections. L'audit du fichier électoral est aussi réclamé dans les plus brefs délais. Dernier délai pour la commission de recensement des votes. Les résultats de Dakar, objet de polémique entre Benno et Manko, connus aujourd'hui. Nouvelle convocation de Pape Samambou et de Clédor Sène par la gendarmerie de Colobane. Les enquêteurs cherchent la vérité dans l'affaire de l'enregistrement audio diffusé sur le net par Clédor Sène. 15 jours sans eau, c'est le calvaire des habitants du quartier Tchonk. Fini la résignation, ils ont décidé de se faire entendre. Il y aura suffisamment de moutons, le directeur de l'élevage rassure à un mois de la Tabaski. Les titres de l'actualité internationale. Avec vous, Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Guinée, un pas pour détendre le climat politique dans le pays. Et c'est le président Alpha Condé qui demande l'application des accords signés en octobre 2016. Cette entente concerne surtout le calendrier électoral. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo veut réconcilier les responsables du parti qu'il a fondé, le FPI. Il a adressé une lettre au président du Front patriotique ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, pour lui demander de surseoir à l'organisation du congrès du parti. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf et bonjour à tous. Aux alentours de 12h20, il y aura les sports, mais voici le menu. Neymar au Paris Saint-Germain, on attend juste l'officialisation de son transfert. Le prodige a fait ses adieux ce matin à ses coéquipiers du FC Barcelone. Paris, dans l'effervescence, se prépare à accueillir la star planétaire. IHF Trophy chez les moins de 20 ans, on parle handball. Match décisif pour le Sénégal cet après-midi, Antoine. À suivre la chronique de Mbaye Sidi Mbaye, polémique autour des résultats du département de Dakar entre Benno et Manko. Comment éviter d'éventuels troubles post-électoraux? RFM pose le débat vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. On saura aujourd'hui qui de Benno ou de Manko a remporté les élections législatives dans le département de Dakar. Ce sera à l'issue des travaux de la commission départementale de recensement des votes qui doit impérativement terminer ce jour. Manko Tahaou Sénégal dans tous ses états. Cette coalition qui regroupe des partis de l'opposition conteste les résultats des législatives du 30 juillet dernier. En conférence de presse à l'instant, la coalition de Khalifa Ababakar Sall exige le départ du ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo pour sabotage des élections. Manko veut aussi que le fichier électoral soit audité dans les plus brefs délais. Oui. Anna Rocha, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour Antoine Diouf, bonjour à tous. Et vous suivez la conférence de presse de Manko Tahaou Sénégal. On fait le point avec vous. Antoine, la coalition nationale Manko Tahaou Sénégal condamne donc d'abord un sabotage délibéré des élections législatives par le ministre de l'Intérieur et vu les graves manquements notés dans l'organisation du scrutin de dimanche dernier au Sénégal, mais également au niveau de la diaspora, la coalition réclame le départ donc de Abdoulaye Daouda Diallo de son poste. Elle veut un audit complet du fichier électoral. Manko Tahaou Sénégal s'est aussi attaqué au Conseil constitutionnel, considéré comme, je cite, une institution aux ordres du président Macky Sall. Selon les leaders de Manko Tahaou Sénégal, le Conseil constitutionnel aurait dû se déclarer compétent ou incompétent, ou alors répondre négativement à la saisine du président Macky Sall. Manko Tahaou Sénégal qui conteste d'ores et déjà les résultats de ces élections législatives et parle de vol flagrant. Pour Manko Tahaou Sénégal, la Sénat également n'a été ni indépendante ni autonome pour garantir la fiabilité du processus électoral. Des doutes planent par ailleurs sur le taux de participation à ces élections et sur le quotient électoral. 54 000 voix pour avoir un député. C'est trop selon Manko Tahaou Sénégal. Et tout à l'heure, Jean-Paul Diaz a pris la parole. Selon lui, Catherine Samba Panza, qui représentait l'Union africaine à ces élections comme observatrice
conservateur, donc Catherine Samba Panza, n'a rien à déclarer car elle a été incapable, je cite encore, d'organiser des élections dans son propre pays. Il est également déçu par la déclaration de l'UEMOA qui estime que ces élections sont transparentes. Antoine Diouf, je vous épargne par contre les commentaires adressés à la presse ou plutôt au patron de presse. Merci Anna Rocha qui suit la conférence de presse de Manko Tahaou Sénégal qui exige le départ du ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo à Touba Mbaké où le scrutin de dimanche a connu d'énormes difficultés. Les populations se sont prononcées sur l'idée de reprise du scrutin. Idée émise par Moustapha Cisselo dans ce micro-trottoir réalisé par notre correspondant Mohamed Diop. Voici ce que pensent les populations de cette proposition de Moustapha Cisselo. Il n'est pas question de reprendre le processus uniquement à Touba. S'il faut reprendre le vote, il faut le faire au plan national. Reprendre Sénégal tout. Mais l'élection pas question, pas uniquement à Touba. Il y a eu des irrégularités partout. Même à l'étranger, en Côte d'Ivoire par exemple. Il faut alors reprendre le vote partout où il y a eu des irrégularités. J'ai constaté qu'il y avait d'énormes difficultés. À mon avis, on doit reprendre les élections pour voir la force de tout un chacun. Nous avons voté pour Abdou. Une pilule amère que les jeunes de la terre de Gokumbat ne peuvent pas avaler. Ils en appellent à une étude sérieuse du cas Guetndar et souhaitent des sanctions. En plus, ils promettent à Ahmed Fall Braya du PDS et à l'opposition la déroute à la prochaine présidentielle. Écoutons à ce propos Babacar Gaye, responsable des jeunes apéristes à Gokumbat. Il est au micro de Mohamed Nabissila. Urbi et orbi des responsables de Benno Bokk Yakaar, des responsables de l'APR qui sont à Guet-Ndar ont longtemps dit partout qu'ils allaient remporter les élections à Guet-Ndar. Malheureusement, ce fut pas le cas. Braya a gagné les 2 centres de Guet-Ndar et c'est pas normal. Pour tout ce que le président de la République a fait, le président Macky Sall a fait ce qu'il devait faire, mais malheureusement, il faut avoir le courage de le dire, les responsables qui sont à Guet-Ndar n'ont pas été à la hauteur. Et que Benno et que l'APR en tirent toutes les conséquences. Nous allons venir à Guet-Ndar, nous défierons Braya à Guet-Ndar parce que nous partageons les mêmes parents, les mêmes amis et les mêmes concessions. Qu'ils se préparent, mais auparavant que le parti prenne ses responsabilités et que les responsables de Guet-Ndar soient sanctionnés à la hauteur de leur défaite. Papa Samamboupé, Clédor Sène à nouveau à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Aujourd'hui, il est prévu une étude scientifique sur l'authenticité de l'enregistrement audio diffusé sur Internet par Clédor Sène. RFM 94.0, la radio en puissance. 12h08, vous suivez le grand journal. Nous sommes en période de vacances et les cas de noyades commencent à se multiplier. 3 noyades donc à Rufisque. Les parents prônent comme solution une surveillance stricte des enfants. Le reportage d'10h, Alexandre Sen. Les disparitions ou morts par noyade deviennent de plus en plus récurrentes, surtout en période de grandes vacances. Le phénomène inquiète plus d'un à Rufisque. Pendant les vacances, en tant que mère de famille, nous sommes tous inquiets. Parce que nos enfants, en ce moment de puberté, ils se croient tout permis. Alors que ce n'est pas le cas. En cette période de vacances, qui dit vacances, dit hivernage. Et ils veulent tous aller à la plage, ce qui est dangereux. Alors que la mer, il n'y a pas d'écoute de secours. Aucun parent ne souhaite ses enfants aillent à la place en ce moment d'hivernage. Parmi les explications de la fréquence de ces cas de noyade, le manque d'attention des parents vis-à-vis des enfants. L'entêtement de certains à fréquenter les plages interdites à la baignade rend plus difficile la surveillance des enfants. Site de responsabilité parce que parent bu nekk yaa war a nekk responsable sa doom. Quelques solutions pour amoindrir le phénomène. On doit prendre nos responsabilités en tant que mère de famille. Tous les tout petits doivent aller
à l'école coranique, même les grands aussi. Mais les filles qui ont la moyenne d'âge entre 12 et 20 ans doivent rester à la maison pour accompagner leur maman, s'occuper des tâches ménagères. Les garçons, eux, doivent aller accompagner leur papa dans les champs, ceux qui se trouvent dans les villages, les autres, chercher du moins des journaliers pour préparer leur prochaine entrée scolaire. En 2016, les services de la protection civile ont enregistré 265 décès par noyade, contrairement en 2015 où il y avait 170 selon un rapport produit par les mêmes services. Isidore Alexandre Saint-Gufisque, RFM. Tchonk est sans eau depuis 15 jours. Les habitants de ce quartier de Dakar Plateau n'en peuvent plus. Après tout ce temps de résignation, ils ont décidé de rompre le silence. Aujourd'hui, l'école Mame Yacine Diagne, qui leur permettait de s'approvisionner en cas de difficulté, n'a pas d'eau. Les robinets sont à sec. Reportage Agimadi Nsamba. C'est dans une rue bien animée qu'un nouveau jour s'est levé. Tchonk a ses habitudes. Sauf que la routine est faussée par une pénurie d'eau. 15 jours que l'eau n'a pas coulé de leur robinet, ils insistent sur la durée de leur privation. Cela fait 15 jours qu'on n'a pas d'eau. Rien n'est venu dans les robinets. Et vraiment, c'est dommage et c'est embêtant parce qu'on ne peut rien faire sans eau. Que je remplis quand il y a de l'eau. Sur la 7 rue Tchonk habite cette dame qui requiert l'anonymat. Elle est au 3e étage de l'immeuble juste en face de l'école Mame Yacine Diagne. Dans son domicile, tous les réservoirs sont à sec. Ouvert durant la nuit, mais ça vient pas. Rien n'est venu. Et elle est même obligée d'acheter des bouteilles de 10 litres pour se laver. J'ai utilisé les bidons de 10 litres et j'avais de l'eau dans les bidons. Mais ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, évidemment. On ne peut pas tout le temps se laver avec. Vu mon âge, je ne peux pas aller chercher de l'eau sur la tête. L'école qui d'antan leur venait en renfort est elle aussi touchée par la pénurie d'eau. Parce que eux, généralement, quand nous manquons d'eau, quand toute la rue manque d'eau, eux, au moins, ils ont de l'eau. Mais là, ils m'ont dit, j'ai demandé au gardien. Le gardien a dit que non, ils n'ont plus d'eau depuis quelques jours. Les habitants de la rue Tchonk, qui n'ont pas encore saisi les autorités de la Sénégalaise des eaux, continuent de vivre leur calvaire, toujours dans l'effervescence du quartier. Et sur cette situation pénible, voici les explications de la SDE. Ndiaye Diop est le directeur de la communication de la Sénégalaise des eaux. Nous avons connu depuis ces derniers jours au niveau de l'alimentation des populations de Dakar, et la ville malheureusement commençait également à sentir ces perturbations, particulièrement la zone de Tchonk, du côté de Sandaga et certaines zones autres qui sont au niveau donc du centre-ville. C'est ce qui fait que nous avons enregistré quelques réclamations venant de ces zones-là. Les techniciens sont en train de travailler pour un retour rapide à la normale. Je dois par ailleurs vous apprendre aussi qu'il y a des travaux malheureusement qui vont un peu amoindrir la portée de ce que nous sommes en train de faire, puisque ces travaux sont programmés pour ce week-end, et ce qui va entraîner également l'arrêt des ouvrages qui sont stratégiques pour l'alimentation en eau des populations de Dakar, ce qui va donc un peu retarder ce que nous sommes en train de faire pour que tout le monde puisse avoir de l'eau et également en quantité et en qualité. Ce qui veut dire que donc ce ne sera pas pour ce week-end, mais à la fin des travaux et dès la remise en service, nous allons reprendre le cours normal de la distribution. Malheureusement, ce sera un peu progressif puisque tout le monde ne pourra pas avoir l'eau en même temps. Ce sera d'abord ceux qui sont plus proches donc de la ressource, ensuite les zones les plus favorables, ensuite les zones les plus défavorables, particulièrement des zones comme Tchonk ou en banlieue, des zones comme les parcelles acédiques. Cette information relative à l'accident qui s'est produit hier à Ngathie Naoudé, qui a fait 5 morts, une délégation du gouvernement est à Kaolack où elle a assisté à la levée de corps. Mame Baignan, Morngom, Mahmoud Saleh vont se rendre ensuite à Ziguinchor et à Sédhiou pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes à 12h14. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Les assurances du directeur de l'élevage, à un mois de la fête de Tabaski, il y aura suffisamment de moutons parce que les autorités ont pris toutes les dispositions nécessaires. Damso estime les besoins à 750 000 moutons. Il est joint par El Hadj Ndiogoudien. Nous avons reconduit les mêmes besoins que l'année dernière, parce que l'année dernière,
nous avons atteint l'objectif à plus de 90% par rapport aux prévisions. Et le marché a été équilibré. Donc nous avons reconduit les mêmes objectifs. 750 000 moutons pour les besoins du marché, des marchés au niveau national et 260 000 moutons pour le marché de Dakar. Les importations ont démarré. Vous avez demandé s'il y aura un déficit ou pas. C'est trop tôt pour le dire. Nous sommes actuellement dans les mêmes configurations que les années antérieures. Par exemple, si vous prenez les importations, à la date d'hier, au niveau de Kidira, nous avons enregistré des entrées au nombre de 16 700 moutons à partir du Mali. Bien sûr, il y a des opérateurs maliens, mauritaniens et sénégalais. Et si on le compare à la même date par rapport à l'année dernière, on était à 8 759 sujets, ce qui fait déjà une augmentation de plus de 8 000 moutons par rapport à l'année dernière à la date d'hier. Maintenant, on va faire le suivi tous les jours au niveau des entrées. Et dans une semaine, on va également commencer le suivi des marchés de l'intérieur tous les jours. Si on prend Bakel, les entrées par Bakel, là c'est à partir du fleuve et directement à partir de la Mauritanie. Hier, on était à 1636. Qui est un chiffre supérieur à celui de l'année dernière. Donc, nous espérons que la tabaski va se passer comme les 4-5 dernières années, avec un marché relativement bien approvisionné et des prix accessibles aux producteurs, aux consommateurs. Intéressons-nous maintenant à l'état d'avancement de la campagne agricole dans le sud du pays. À Ziguinchor, les organisations paysannes viennent de recevoir du matériel agricole pour booster la production risicole. C'est dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz. Les bénéficiaires jugent infime la dotation au regard de la forte demande exprimée. Ziguinchor, Laminba. Le matériel agricole dont la valeur est estimée à un peu plus de 91 millions de francs est offert gratuitement aux organisations paysannes de la région de Ziguinchor dans le but de booster la production agricole dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz. La cérémonie de remise de matériel était présidée par Moustapha Lodiata, secrétaire d'État à l'accompagnement et à la mutualisation des organisations paysannes. Ce matériel consiste à 15 décortiqueuses, 5 batteuses, 40 semoirs et 4 motoculteurs. Pour booster la production du riz dans la région de la Casamance, dans la région de Ziguinchor notamment, je pense que nous ne devons pas détourner l'objectif de la politique du président de la République en vendant ce matériel ailleurs. Les organisations de producteurs saluent le geste mais jugent la dotation infime au regard de la forte demande exprimée par les paysans. Abdou Aziz Badi, président du Conseil régional de concertation des ruraux de Ziguinchor. C'est un acte important, mais c'est très petit. On regarde un peu le nombre de motoculteurs qui sont là. Si on devait donner à chaque village un motoculteur, ça ne suffit même pas pour la commune. Les tracteurs qu'on a eu du PPDC, un tracteur pour un arrondissement par exemple de Tandouk, c'est une goutte d'eau dans la mer. Vous allez, honnêtement je vous dis, les tracteurs ne peuvent même pas répondre à la sollicitation, à la demande des producteurs en termes de labour. Le représentant des paysans a aussi émis des réserves dans la manière de fixer les contrats de performance par les autorités dans le secteur de l'agriculture. Là-dessus, Abdou Aziz Badi est d'avis qu'ils doivent être fixés de manière verticale pour que les producteurs, qui sont les principaux concernés, soient impliqués. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Tout autre chose, le blanchiment d'argent prend de l'ampleur en Afrique de l'Ouest et cela malgré les lois mises en place et les structures de surveillance qui existent. C'est le Djaba qui l'a fait savoir. Pour cette raison, l'organisation prône la formation des magistrats et autres corps de contrôle, mais aussi l'application de la loi. Lors d'une rencontre à Sali Portudal, le Djaba a laissé entendre que le financement du terrorisme est une réalité dans nos pays. Correspondant Sambour, Abdourahmane Diallo. Le blanchiment d'argent est une réalité au Sénégal et dans les autres pays de la sous-région. Ce phénomène continue malgré les dispositifs mis sur pied par l'UEMOA. Colonel Adama Koulibaly, directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Nous avons des typologies, c'est-à-dire des études que nous avons menées. Quels sont les chiffres? Ce n'est pas forcément les chiffres parce que dans le cadre des transferts illicites de flux, les chiffres sont nombreux, mais vous dire que le phénomène existe bien. Le financement du terrorisme est aussi un autre problème à résoudre en Afrique de l'Ouest. Notre région fait face de plus en plus à une situation de terrorisme. Ces actes sont financés
Et ces financements, bien qu'ils viennent parfois de l'extérieur, sont également trouvés sur place. Donc il s'agit de faire en sorte de couper les canaux de financement du terrorisme pour que ces activités puissent prendre fin. Et pour faire face à ces situations, le GIABA préconise quelques solutions. La stratégie militaire est une bonne stratégie, mais elle doit être complétée par des mesures de conformité. Et quelles sont ces mesures de conformité selon vous? Ces mesures de conformité, c'est d'abord mettre en place un dispositif réglementaire et législatif robuste. Des experts, des magistrats et autres corps de contrôle ont 3 jours pour discuter sur les phénomènes du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM. L'actualité internationale. Une page internationale que nous ouvrons avec la Guinée. Sornana Tambaye, le président Alpha Condé veut décrisper les climats politiques dans son pays. Alpha Condé a demandé l'application des accords signés en 2016. L'entente concerne surtout la révision du code électoral, l'audit du fichier électoral et l'organisation des élections. Un acte en guise de bonne foi selon le chef d'État Daouda Diouf. C'est dans un communiqué signé par le chef de l'État guinéen Alpha Condé, élu par Thibaut Camara, ministre d'État et conseiller personnel du président de la République, qu'on apprend que l'homme fort de la Guinée ne souhaite pas que la confiance née des accords ne retombe. Pour lui, face aux difficultés nées de l'application de l'accord et de la crise de confiance entre les acteurs consécutifs à cela, le chef de l'État guinéen, qui est parfaitement dans son rôle et qui a le souci que la Guinée maintienne le climat de paix qui règne en ce moment, a cru devoir rappeler à chacun la parole donnée par rapport au respect des engagements issus de l'accord politique. Alpha Condé pense qu'il faut que chacun fasse sa part du devoir, assume sa part de responsabilité. Mais pour le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, il a appelé à une marche aujourd'hui même parce que le président Condé aurait dû respecter ses engagements au lieu de perdre assez de temps. Il demande le maintien des actes concrets, sinon encore c'est la rue. Le Niger a finalement adopté un nouveau code électoral. Le texte avait déjà été validé par le Parlement en juin dernier, mais la Cour constitutionnelle l'avait renvoyé devant les députés, soulevant la non-conformité de certaines dispositions. Après un débat houleux lors des précédentes séances, des parlementaires ont voté le texte en l'absence de ceux de l'opposition. Selon le ministre de l'Intérieur, le Niger dispose maintenant d'un code qui lui permettra d'organiser des élections sans difficulté, comme par le passé. Après la promulgation du code électoral, le gouvernement va procéder à la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante. Les élections locales et régionales devraient se tenir au cours de l'année 2019. Côte d'Ivoire, la crise au sein du FPI inquiète Laurent Gbagbo depuis sa cellule. L'ancien président fondateur du Front populaire ivoirien a transmis un message au président du parti. Laurent Gbagbo demande à Pascal Affi-N'Guessan de surseoir à la tenue du congrès prévu pour ce mois d'août. Il s'est aussi adressé aux leaders des frondeurs du parti. Pour l'ancien président, les tiraillements ne feront que fragiliser le FPI. Il s'est donné un délai de 3 mois environ pour résoudre cette crise. Les messages de Gbagbo incarcéré à La Haye sont transmis par un de ses proches, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana. La RDC et la RCA, 2 pays en crise où le trafic d'armes gagne de l'ampleur. Le groupe d'experts des Nations Unies a dressé un nouveau bilan. Dans le rapport, on parle d'un lieu de passage pour les contrebandiers et les mercenaires. Des milliers d'armes et de munitions en provenance de la manufacture d'armes et de cartouches du Congo ont été retrouvées dans la ville de Bangassou en Centrafrique. Le rapport mentionne également des tentatives d'incursion de mercenaires centrafricains au Congo. La Centrafrique est considérée comme une base de recrutement pour des opérations militaires. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Polémique autour des résultats du département de Dakar entre Benno et Manko. Comment éviter d'éventuels troubles post-électoraux? Nous en parlerons dans quelques instants. RFM Sport. Les sports, cher Tidiane Diagne, bienvenue. Merci à vous, Antoine. Neymar au Paris Saint-Germain, c'est presque fait. Ouais. Oui, le prodige a fait ses adieux ce matin à ses coéquipiers de Barcelone. Paris se prépare à accueillir la star planétaire. C'est un tournant décisif, sans doute, dans le feuilleton de l'été. Neymar a annoncé donc ce matin, Antoine, son départ du Football Club de Barcelone, très probablement pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Reste à présent à connaître le programme de la star brésilienne de 25 ans, alors que tout Paris l'attend avec impatience. Sodakian.
Neymar au Paris Saint-Germain. Il ne reste plus que l'officialisation de son départ vers le club de la capitale française. À peine arrivé ce matin à la séance d'entraînement, l'attaquant brésilien est reparti comme il est venu après avoir annoncé au staff technique et à ses coéquipiers son départ prochain au Paris Saint-Germain. Valverde, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, lui a automatiquement donné l'autorisation de ne pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son avenir, selon un porte-parole du club catalan. Wagner Ribeiro, l'agent historique de Neymar à Paris, depuis hier, devrait y être rejoint par le capitaine de la Seleção, devenu le footballeur le plus cher de l'histoire avec 144 milliards 100 millions de francs CFA. L'Espagne tout entière a pourtant tenté de retenir Neymar. La Ligue nationale de football a presque fait dans la menace et accuse le Paris Saint-Germain d'enfreindre les règles et les lois de l'UEFA relatives au fair play financier. Mais Neymar a mis fin au suspense et la direction du club francilien qui table sur la version suivante: une arrivée à Paris d'ici vendredi, puis la présence du joueur en tribune pour Paris Saint-Germain à Milan prévue ce samedi à 17h au Parc des Princes, et enfin une présentation officielle de Neymar en début de semaine prochaine. Paris dans l'effervescence en attendant l'arrivée de la star planétaire Neymar au Paris Saint-Germain. Sadio Mané, notre star nationale de retour d'une longue blessure, s'illustre avec Liverpool. Titularisé d'entrée face au Bayern Munich à l'Audi Cup, l'attaquant sénégalais a inscrit un but dès la 7e minute de jeu. L'Égyptien Mohamed Salah, la nouvelle recrue des Reds, a marqué le deuxième but de Liverpool, score final 3-0. Toujours dans ce tournoi qui se déroule en Allemagne, Naples de Kalidou Koulibaly, entré en cours de jeu hier, a chuté face à l'Atlético Madrid sur la marque de 2-1. IHF Trophy chez les moins de 20 ans, match important pour le Sénégal. C'est cet après-midi. Justement, pour sa deuxième sortie, le Sénégal qui va affronter son homologue de Madagascar, une équipe battue par le Rwanda lors de la première journée sur le score de 35-24, c'était hier. La défaite est donc interdite. L'entraîneur du Sénégal et en est conscient. Pape Ibn Mohamed Sarr livre la clé du match prévu à 20h au stadium Amadou Barry de Guédiawaye. Notez qu'hier que le Sénégal a été dominé par 3 points d'écart par son homologue de la République démocratique du Congo. Nous allons à présent écouter l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal en messieurs. Il est interrogé par Migui Marambiaye. Effectivement, on n'a plus droit à l'erreur, comme vous l'avez dit. Maintenant, ce que je veux dire par rapport au match du Madagascar, on les a observés pendant 30 minutes. On sait qu'ils ont un jeu très vivace. Donc on va essayer d'exploiter leur faille. Parce qu'ils ont fait une faiblesse au niveau de la défense. Parce que le Rwanda, sur les buts marqués en première mi-temps, les 80% ont été marqués dans l'axe de but. Donc il faudra insister là-dessus avec un jeu à l'intérieur, avec le pivot. Et aussi, le jeu rapide, c'est-à-dire le lancement, c'est important. On est au dos au mur, puisque il y a ce qu'on appelle l'aspect psychologique en matière de sport. Ce qu'on a vu, les jeunes là, ils avaient du mal à rentrer dans le match. C'était dû à un truc émotionnel en quelque sorte. Ils étaient dans le public, ils n'ont pas voulu faire quelque chose de mauvais. Ils étaient un peu timorés, on a essayé de les remobiliser. Mais ils sont réveillés tardivement, mais ça a été une très bonne réaction, positive dans l'ensemble. Mais comme vous l'avez dit, on a perdu un match, c'était la finale du groupe. Donc il faudra se ressaisir pour ne pas perdre. Donc il faudra ne plus faire d'erreur et se remobiliser pour le prochain match. Et surtout demander au public de les accompagner. Quand c'est difficile, on a besoin du soutien du public et de toute la famille de handball. Hier, à la cérémonie d'ouverture du tournoi d'handball de Dakar, le ministre des Sports y était, Matarba, est revenu sur le pourquoi le Sénégal a finalement accepté d'organiser cette compétition. Il est toujours interrogé par Migui Marambiaye. Le Sénégal est en train de jouer son rôle en Afrique parce que nous avons été toujours dans le concert des nations qui travaillent pour le développement économique et social de notre continent. Et le sport en fait partie. Donc tant que le Sénégal peut faire quelque chose, il le fera. Mais il faudrait aussi féliciter le président de la Fédération sénégalaise de handball, notre cher ami Seydou Diouf, qui abat un travail colossal pour le développement du handball. Le Sénégal qui accepte d'organiser le fait aussi pour sa fédération, parce que si la fédération n'était pas dans une dynamique de travail sérieux, le Sénégal peut-être ne serait pas là pour organiser ce challenge trophy continental. Matarba, le ministre des Sports, et puis pour récapituler, Antoine, notez que cette deuxième journée au stadium Amadou Barry pour le compte de la poule A, le Rwanda en garçon va faire face à l'équipe du Congo qui a battu hier le Sénégal, la RDC donc c'est à partir de 18h, et puis le Sénégal qui joue à compter de 20h
face au Rwanda dans la poule B à 6h déjà, toujours au stadium Amadou Barry. C'est le Mozambique qui fait face au Bénin en filles au stadium Iba Mar Diop pour le compte de la poule B. 16h Cameroun-Guinée, poule A, 18h Ouganda-Madagascar et puis 20h Éthiopie-Bénin. Et puis cette annonce de la Fédération sénégalaise de basketball, une réunion de concertation cet après-midi avec les clubs finalistes de fin de saison sont concernés en filles. Duc AS Ville de Dakar, Saint-Louis Basket Club Douane Garçon. C'est à l'issue de cette rencontre que sera décidée la date des finales du championnat national. C'est fini Antoine, cette page de sport. Merci cher Tigane Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Les législatives du 30 juillet laisseront de mauvais souvenirs chez nombre de Sénégalais. Les raisons sont d'ordre administratif et, hélas, couvrent tout le champ électoral. Les cartes d'électeurs, payées à plus de 50 milliards, dit-on, sont insuffisantes. Le ministre de l'Intérieur avoue ne rien pouvoir y faire. Conséquence pratique, recours aux cartes d'identité périmées, plus le récépissé de la demande de renouvellement de l'ancienne carte. Toute une population ainsi élaguée de votes. Les jeunes âgés de 18 ans qui voulaient exercer pour la première fois et leurs droits et leurs devoirs civiques repartent chez eux frustrés parce que discriminés. Exit de leur bureau et centre habituel des électeurs qui souvent ne savent où voter. Présence dans certains centres de gens vêtus aux couleurs du parti dominant dans la cour avec des bulletins de la coalition sur une table. Ils disent être là pour le président de l'APR et de Beno, qu'ils sont des facilitateurs, des militants. À ce sujet, on peut noter, pour le regretter, l'absence de réaction organisée de l'opposition devant de tels abus contraires aux règles du code électoral. Que serait-il advenu si des militants d'autres partis, d'autres coalitions ou simplement de la société civile tentaient de s'opposer à ce forfait à ciel ouvert? Lundi matin, lendemain de vote, on découvre que les bons comptes des coalitions de l'opposition ont été revisités et réduits partout où c'était stratégiquement important. Réveil cauchemardesque à Thiès, Saint-Louis, Kolda, Ziguinchor et Dakar. L'administration doit être juste, m'avait dit le Premier ministre Habib Thiam. C'est une déclaration nécessairement permanente qui engage la République aujourd'hui et toujours. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Dekediop. Audio audible hier à la section recherche de la gendarmerie. Pape Sambamboub, Clédorsen, Libération parle d'un face-à-face ultra explosif sur l'affaire de l'enregistrement publié à la veille des législatives. Selon Libération, la confrontation a été explosive et a duré presque 1 heure. Face-à-face épique, et mon confrère rapporte que les gendarmes ont dû à plusieurs reprises demander à Pape Sambamboub, auteur de la plainte, de n'évoquer que l'affaire pour laquelle il est convoqué. En cause, l'ancien chef de cabinet de Wade a déballé sur l'affaire Maître Babacar Seye et a remué le couteau dans la plaie. D'ailleurs, après l'audition, Pape Sambamboub a confié à mon confrère qu'il soupçonne les mêmes personnes qui ont commandité le meurtre de Maître Babacar Seye d'être derrière l'enregistrement parce qu'il a quitté leur parti. Mais qu'il sache que Pape Sambamboub, c'est lui-même qui le dit, il a des lettres que Clédor écrivait à Wade et que Wade lisait et lui demandait de les détruire. Mais il dit avoir tout gardé. Alors, qu'en est-il de Clédorsen? Il affirme avoir agi pour éviter un chaos au Sénégal et annonce un second enregistrement aux enquêteurs. Affaire donc à suivre. Les deux parties à nouveau devant les enquêteurs ce mercredi. Et Réumi Quotidien apprend qu'une expertise de la voix de Pape Sambamboub est prévue aujourd'hui. Aujourd'hui, l'on attend les résultats des législatives de dimanche dernier à Dakar, à l'écoute toujours de la commission départementale de recensement des votes. Hier, dans la soirée, la coalition dirigée par le maire de Dakar, Khalifa
Khalifa Sall en prison, a donné une conférence de presse pour encore crier victoire et contester les résultats fournis par Benno Bokk Yakaar. Ce qui fait dire à l'observateur que Manko Taxawu Sénégal crie victoire et exhibe ses chiffres. Pour l'AS, Manko Taxawu Sénégal livre ses chiffres. Cheikh Gueye, le président du comité électoral, a fait savoir que Manko Taxawu Sénégal a obtenu 111 045 voix contre 108 984 pour Benno. Il souligne que contrairement à ce qu'a avancé la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est Manko Taxawu Sénégal qui a remporté le scrutin aux Parcelles Assainies. La commission de recensement des votes va trancher. En attendant, le journal Le Quotidien s'arrête sur les conséquences d'une défaite du camp de Khalifa Sall à Dakar. Manko risque de ne pas avoir de groupe parlementaire car la coalition, selon Le Quotidien, mise sur les 7 sièges de la capitale pour espérer en avoir. Défaite donc interdite à Dakar. Sinon, en plus de ne pas disposer d'un groupe parlementaire, Bamba Fall, Moussa Sy et Barthélémy Diaz vont voir leur avenir parlementaire en suspens. Pour la coalition gagnante Wattu Sénégal, la situation est tout autre. Elle a remporté les élections législatives dans le département de Mbacké. Beaucoup de journaux, dont Le Quotidien, l'ont relevé et affirment que Wade rafle les 5 sièges. Un coup d'œil dans l'Observateur, le journal du groupe Futur Média met en exergue les résultats provisoires des législatives. Selon le journal L'Obs, Benno Bokk Yakaar a franchi la barre des 50%. Elle gagne 42 des 45 départements, 12 des 15 postes de la diaspora. L'Observateur ajoute que la coalition présidentielle pourrait avoir plus de 125 représentants à l'Assemblée nationale. Alors, beaucoup de polémiques sur le déroulement du scrutin, son organisation, mais il n'y a pas de quoi crier au scandale. Sud Quotidien fait état d'une caution de l'UIA et de l'UEMOA. Ces deux organisations se disent satisfaites du bon déroulement du vote malgré quelques couacs constatés dans l'organisation. Et à propos des résultats de Dakar, le quotidien national Le Soleil informe que l'Union africaine invite Benno et Manko à s'en tenir à la loi. Catherine Samba-Panza, chef de la délégation de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, appelle les deux camps à s'armer de patience et à attendre la proclamation des résultats définitifs par les autorités compétentes. Selon Le Soleil, elle a appelé aussi les acteurs politiques à un dialogue. L'UEMOA, quant à elle, invite au respect du verdict des urnes. Les législatives et la Tabaski, enquête s'intéresse au sujet. Cela du fait du retard noté dans la convocation du conseil interministériel. Il était pourtant prévu au mois de juin. Le constat du journal, à un mois de la fête, le ministre de l'élevage est aux abonnés absents et dire aux yeux d'enquête que les points de vente ne sont pas encore approvisionnés en moutons. Et certains opérateurs confient au journal qu'il n'y en aura pas assez. Pour terminer, cet accident de la circulation à la une de l'Observateur. La caravane des étudiants de Sédhiou enregistre 5 morts, 58 blessés, dont 9 graves. Ces étudiants étaient partis voter et retournés sur Dakar. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, on va parler de cette polémique autour des résultats du département de Dakar entre Benno et Manko. Oui, polémique. Comment éviter d'éventuels troubles post-électoraux? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Pour en parler, nous avons le gouverneur Saliou Sambou. Bonjour, gouverneur. Bonjour, Antoine. Vous êtes l'ancien gouverneur de Dakar. Alassane Seck est également en ligne. Bonjour, Alassane. Bonjour Antoine. Vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Alors, gouverneur Saliou Sambou, comment faire aujourd'hui pour éviter des problèmes post-électoraux? On a vu quand même cette tension vive entre Benno Bokk Yakaar et Manko Taxawu Sénégal. Chacune de ces deux coalitions dit qu'elle a remporté les élections dans le département de Dakar. Oui, en fait, le problème est celui-là, parce que nécessairement, il y a des lois. Le code électoral stipule que nécessairement, il faut que la commission donne les résultats. Mais ce qui se passe, c'est que des gens s'amusent à donner des résultats et créent la polémique. Mais en fait, il y a des failles dans l'organisation même des élections. Ce qui se passe actuellement, c'est vraiment dangereux pour notre démocratie. Parce qu'en réalité, on ne connaîtra jamais, après ces élections, vraiment le sens de l'électorat sénégalais. Ce qu'il veut donner comme la partie gagnante. Et ce qui se passe, mais celui qui analysera la tête froide, c'est manquement, et se préparera pour la suite, c'est lui qui va gagner. Mais dire qu'on a gagné, sauter, oui.
d'abord, il y a des problèmes parce que combien d'électeurs n'ont pas voté? Justement, quand on est à une situation comme celle-là, 3 jours après le scrutin, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a vraiment des problèmes. Il y a problème parce que actuellement, on ne laisse pas vraiment à la latitude à la commission d'examiner les résultats avec sérénité. Mais de tous les résultats, parce qu'il y aura 3, ceux de Benno Bokk Yakaar, ceux de Manko, et puis aussi ceux de la commission. Quelqu'un aura menti. C'est qui? On ne sait pas. Et on ne le saura jamais. Et c'est ça qui est dangereux pour notre démocratie. Parce qu'il faut nécessairement que des gens, c'est pas parce qu'ils sont au pouvoir qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi et dire que ça va passer. Mais quand on joue à ce jeu, on met tout le pays en danger. Et pourquoi c'est clair? Pourquoi c'est clair ailleurs et pas Dakar? Mais c'est parce que tout simplement, dès le départ, on a fait des enchères. On a lancé des enchères. Benno Bokk Yakaar dit que il y aura un goût amer si on ne gagne pas Dakar. Ça veut dire qu'il faut nécessairement gagner. La victoire à tout prix. Voilà, la victoire à tout prix. Khalifa aussi, que Dakar lui appartient, il faut qu'il gagne. Dans ces conditions, c'est la polémique des gens engagés. Très bien, je reviens à vous, gouverneur Salih Sambou. Alassane Seck, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Chaque coalition détient ses chiffres et dit qu'elle est, en tout cas, qu'elle a remporté les élections dans le département de Dakar. Comment dire, Antoine, il faut s'en regretter cette malheureuse situation qui nous arrive actuellement, mais qui était prévisible finalement. Parce que l'enjeu était tellement énorme. Que justement, ça ne peut pas se faire autrement que dans cette situation-là que nous vivons. Vous savez que depuis 2009, la coalition de Khalifa Sall a toujours gagné Dakar. Et cette situation a été exacerbée par le fait qu'aujourd'hui, en 2017, Khalifa Sall étant en prison, donc l'enjeu de toutes les élections législatives, finalement, c'était Dakar. Renverser la tendance, c'était l'objectif pour le pouvoir. L'objectif final pour le pouvoir à tout prix. Comme vous l'avez dit, il y a l'enjeu donc de Khalifa Sall. C'est la guerre des batailles, Dakar. Malheureusement, Dakar, c'était la mer des batailles. La mer des batailles. C'est ça, la mer des batailles. Ensuite, les primaires, à la limite, l'avant-premier tour de la présidentielle de 2019. Donc, tous ces éléments ont joué pour radicaliser les positions. Ça, c'est constat. Malheureusement, ce qui s'est passé est déjà passé. Je suis désolé de cette situation malheureuse, je l'ai dit tout à l'heure. Mais appeler surtout à la sérénité. Parce que finalement, ce qui s'est passé le dimanche, ça peut être à la limite une très bonne chose pour notre démocratie, que ça se soit passé dans le calme, dans la sérénité, à part 1 ou 2 points. À part peut-être Toba et une autre zone que j'ignore. Je pense que globalement, sur les 114 000 de vote, ça s'est passé de façon globalement normale, sereine. Alassane, je vais vous poser la même question que j'ai posée au gouverneur Salih Sambou. Il y a 45 départements au Sénégal. Sur les 44, il n'y a pas de contestation, disons de façon globale, il n'y a pas de problème, on sait qui a gagné. Mais Dakar, il y a problème. Quelque part, Antoine, il y a beaucoup d'interrogations. Vous avez répondu à la question. C'est parce que Dakar, c'est la mer des batailles. Le mot est dit, c'est exactement à cause de ça, parce que Dakar, c'est l'enjeu pour le pouvoir, pour ses amours propres à lui, d'avoir perdu la capitale pour la énième fois depuis 2009. Et je sais que depuis 1993, le pouvoir en place perdait toujours la capitale. Depuis l'abandonnement de Abdoulaye Wade à Dakar avec les Pape Diop en 1993, la capitale a été toujours du côté de l'opposition. Donc, comme vous l'avez dit, ça peut être donc un enjeu de taille sur les principes de leur gouvernance, que les gens refusent de jouer le jeu. On a fait le décompte, comme vous l'avez dit. Il y a donc les procès-verbaux de la Sénat, de la Commission, de chaque parti concerné par le vote devait avoir sa propre, son procès-verbal propre. Très bien. Je reviens à vous. Oui, terminé. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver le bon procès-verbal, celui qui reflète la vérité des chiffres. Et c'est ça la difficulté. Je pense que pour l'instant, on ne peut s'en tenir qu'au procès-verbal donné par la Commission nationale. Je reviens à vous pour finir. Gouverneur Salih Sambou, la coalition Manko Tahaou Sénégal a exigé tout à l'heure le départ du ministre de l'Intérieur pour sabotage des élections. Elle exige aussi l'audit dans les plus brefs délais du fichier électoral. Avec toutes ces exigences, est-ce que vous redoutez des difficultés après la proclamation des résultats concernant le département de Dakar? Je voudrais ne pas vraiment redouter, je souhaiterais ne pas vraiment redouter, mais force est de constater qu'il y a vraiment des dangers. Parce qu'en réalité, si chacun se radicalise, il est évident qu'on va vers une confrontation. Et
Vraiment, c'est dans les pays où vraiment on finit par déstabiliser le pouvoir, c'est par des petits détails. On n'en tient pas compte, on croit que ça va se régler facilement comme perte de profit, mais ces détails-là nous mènent loin. Je souhaite qu'on n'en arrive pas là. Oui. Mais il y a de quoi craindre que ça débouche sur une confrontation violente et vraiment sans merci. Merci, gouverneur Salif Sambou, ancien gouverneur de Dakar. Alassane Seck, oui, par rapport aux exigences de Manko, départ du ministre de l'Intérieur, exigence de l'audit du fichier électoral. Oui, vous redoutez quelques difficultés? Absolument, mais je pense que ça c'est la seconde phase. La première phase aujourd'hui, c'est les résultats des élections législatives. Qu'on s'en tienne au respect de ce qu'on a donné comme institution, comme arbitre, c'est d'abord la Sénat, c'est la commission de recensement des votes, présidée par le président de la Cour d'appel de Dakar. Je pense que dans un premier temps, ce que nous souhaitons, c'est que ceux qui sont peut-être demain à contester ces élections-là peuvent saisir les juridictions compétentes. Oui. Je pense que ça, c'est la première chose à faire, c'est de rester dans le cadre légal. Quelles que soient donc, les raisons qui peuvent être évoquées, le principe idéal, c'est que les gens respectent dans un état de droit, dans la légalité. Maintenant, sur le plan politique, les gens peuvent exiger ce qu'ils veulent. Ça, c'est le droit le plus élémentaire. Mais il faudra peut-être, en tout cas, l'essentiel aujourd'hui, l'enjeu actuellement, aujourd'hui et maintenant, c'est des résultats acceptés par toutes les parties. Et ce ne sera pas le plus facile, mais c'est la sérénité, c'est la responsabilité et surtout la maturité des populations et des démarches qui devraient conduire à une attitude normale, sereine et tout à fait responsable. Très bien. Merci Alassane Seck. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. C'est fini pour Point de Vue. Quelques infos météorologiques avant de vous quitter. Une instabilité convective va persister sur les régions sud et centre du pays où des orages et pluies sont prévus au cours de cet après-midi et la nuit. La sensation de chaleur demeurera marquée sur la quasi-totalité du territoire et plus particulièrement dans la zone nord-est comme Podor, Matam et Linguère où des pics de 42 degrés seront relevés. Ailleurs, les températures journalières vont tourner autour de 31 degrés sur la côte et 34 à 36 degrés sur les régions centre et sud. Voici le rappel des titres. Manko Tahaou Sénégal conteste les résultats des législatives et exige le départ du ministre de l'Intérieur pour sabotage des élections. L'audit du fichier électoral est aussi réclamé. Dernier délai pour la commission de recensement des votes, les résultats de Dakar. Objet de polémique entre Benno et Manko connus aujourd'hui. Nouvelle convocation de Pape Samamboup et de Clédor Sène par la gendarmerie de Colobane. Les enquêteurs cherchent la vérité dans l'affaire de l'enregistrement audio diffusé sur le net par Clédor Sène. 15 jours sans eau, c'est le calvaire des habitants du quartier Tchonk. Fini la résignation. Ils ont décidé de se faire entendre. La SDE promet un rétablissement à la normale. Un rétablissement de la situation dans les prochains jours. Il y aura suffisamment de moutons. Le directeur de l'élevage rassure à un mois de la Tabaski. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop, réalisation El Haj Daouda Diouf, Pape Oumar Diaw était à la régie. À 13h, la grande édition en Wolof sera présentée par El Haj Hassan Gueye. Tout de suite, Dialgat Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.